Bonsoir. Dans les titres nationaux qui seront développés tout à l'heure, les traditionnelles festivités du Nouvel An annulées à Bruxelles, des perquisitions et des interpellations se poursuivent. Et dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris, un 10e homme a été inculpé aujourd'hui. François Hollande adressera ses vœux aux Français ce soir à 20h, à suivre sur notre antenne. Une allocution très attendue au terme d'une année 2015 sombre et douloureuse qui aura marqué un tournant politique pour le président. Et dans les titres de l'actualité à Paris et en Île-de-France, 11 000 policiers, gendarmes et militaires déployés à Paris et en Petite Couronne pour assurer la sécurité du réveillon. Le dispositif sera piloté depuis un PC situé au Petit Palais, non loin des Champs-Élysées. François Hollande et Bernard Cazeneuve y sont d'ailleurs attendus dans la soirée. Dans tout ça, on en oublierait presque l'aspect festif de cette Saint-Sylvestre. Même si le traditionnel feu d'artifice a été annulé, il y a d'autres rendez-vous. Notre journaliste Agère Weslati sera en direct des Champs-Élysées dans un instant pour nous en parler. Depuis quelques années, l'un des théâtres de la rue de la Gaîté, la Comédie Italienne, se bat pour continuer. C'est une institution à Paris où l'on joue la Commedia dell'arte. Eh bien, la troupe sera sur les planches ce soir, fidèle au poste. C'est un réveillon sous haute surveillance que la capitale s'apprête à vivre. Un PC sécurité sera donc installé au Petit Palais. Cette nuit, sur les Champs-Élysées, aura lieu le premier rassemblement parisien depuis la mise en place de l'état d'urgence. Aude Blaché avec Audrey Natalizzi. Plus de 11 000 hommes vont être déployés dans l'agglomération parisienne contre 9 000 l'an passé. État d'urgence et menaces terroristes obligent, la mobilisation des forces de l'ordre sera sans précédent ce soir. Rien que sur les Champs-Élysées, où un grand rassemblement est prévu, le premier autorisé depuis les attentats, il y aura 1600 policiers et gendarmes, affectés notamment à des contrôles et des filtrages sélectifs. Évidemment, les contrôles ne peuvent pas être absolument complets et systématiques, mais ils seront fortement renforcés avec des palpations et des vérifications d'identité s'il y a lieu, et bien entendu l'interception de toute introduction de boissons ou de bouteilles sur la zone des Champs-Élysées. Toujours par mesure de sécurité, la Grande Roue et le marché de Noël seront fermés. Quant au déroulé de la soirée, il sera suivi depuis un PC installé à proximité au Petit Palais et supervisé par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. À partir d'1h30, les policiers affectés à la surveillance des Champs-Élysées partiront en renfort dans d'autres secteurs de l'agglomération parisienne pour sécuriser une fin de nuit souvent mouvementée. Ce soir, 8 policiers sur 10 seront à leur poste à Paris. Et François Hollande est attendu au PC sécurité du Petit Palais vers 20h30, juste après s'être adressé aux Français dans le cadre de sa traditionnelle allocution de fin d'année. Et puis, sachez qu'un mois et demi après les attentats, la vente et l'utilisation de pétards et feux d'artifice sont interdits à Paris et en Petite Couronne jusqu'au 3 janvier prochain. C'est dans ce contexte que 3 tonnes d'engins pyrotechniques ont été saisis hier dans un magasin d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Les articles ont été découverts dans l'arrière-boutique d'un magasin asiatique lors de contrôles de routine. De son côté, Bernard Cazeneuve était en visite cet après-midi à Daumont, dans le Val d'Oise. Le ministre de l'Intérieur a tenu à rassurer les Français en cette soirée de Nouvel An, en affirmant qu'il n'y avait pas de menace précise d'attentat qui plane sur l'Hexagone. On l'écoute. Il y a une menace générale sur l'ensemble des capitales européennes avec des messages de Daesh qui sont envoyés et dont vous avez vu l'extrême violence. Et puis, il y a aussi bien entendu des réseaux, des acteurs que nous surveillons, que nous arrêtons, des filières que nous démantelons. C'est un travail, il faut bien le comprendre, continu face à une menace de grande ampleur qui implique énormément de vigilance, de méticulosité, de coopération aussi internationale. Et pendant toute cette période des fêtes, nous avons été mobilisés à chaque instant. On retrouve tout de suite notre journaliste Agère Weslati qui est en direct des Champs-Élysées. Agère, rien que sur cette avenue, la plus belle avenue du monde, il y aura 1600 policiers et militaires ce soir. Alors l'esprit de la fête est-il malgré tout au rendez-vous ? Alors oui, il y a déjà beaucoup de monde ici sur les Champs-Élysées. Sachez que l'an dernier, ils étaient 650 000 personnes à passer leur nuit de la Saint-Sylvestre ici. Ce soir, beaucoup nous ont confié qu'ils préféraient rester en famille après les attentats, chez eux, entre amis ou en famille. Mais beaucoup ont choisi Paris pour fêter leur nuit de la Saint-Sylvestre. Écoutez les témoignages que nous avons recueillis juste avant. Ce soir, ça va être en famille, à la maison, juste à côté de Paris. On est venu profiter des belles couleurs de Paris ce soir et on va repartir. Si on termine avant minuit, on viendra ici sur les champs pour le coup de minuit. On se balade un peu, on profite, après c'est la famille.
Il y a plein de monde, plein de lumière, c'est super joli et tout ça, du coup ça donne envie de se balader. Hein. Je pars avec la famille ce soir à un restaurant ici à Champs-Élysées. Et en fait, après, faire les photos à la Tour Eiffel. Et voilà. La magie opère toujours. Alors, qu'en est-il du programme des festivités ce soir ? Alors sachez tout d'abord qu'il n'y aura pas de feu d'artifice ce soir car la mairie de Paris a placé cette soirée de la Saint-Sylvestre sous le signe du recueillement et de la sobriété. Néanmoins, un film sera projeté sous l'Arc de Triomphe autour donc à 23h50 qui reliera en fait autour du Vivre Ensemble. Sachez que 4 écrans seront placés tout le long de l'avenue des Champs-Élysées pour cette fête de la Saint-Sylvestre et éviter tout attroupement et état d'urgence oblige. Merci Agère, je rappelle que vous étiez en direct des Champs-Élysées. Côté transport à présent, il y a ceux et celles qui vont choisir ce soir de circuler en métro ou en RER. Là aussi, la RATP et la SNCF vont déployer une centaine d'agents pour sécuriser les lignes. Petit tour d'horizon de ceux qui circulent et jusqu'à quelle heure ? Yoann Dorion. Comme chaque année, les raisons sont nombreuses pour éviter de prendre le volant le soir du réveillon. Au revoir voiture, bonjour transport en commun. Ils seront totalement gratuits entre 17h et demain 1er janvier à midi. Jusqu'à 2h15, les franciliens pourront circuler sur l'intégralité du réseau métro. Mais jusqu'à 5h30, seules 6 lignes seront accessibles. La 1, la 2, la 4, la 6, la 9 et la 14, toutes sur un réseau restreint. 10 lignes de RER circuleront également toute la nuit de Paris vers la banlieue, ainsi que des bus noctiliens. Pour ceux qui ne veulent pas emprunter les transports en commun, d'autres solutions existent bien sûr. Les inconditionnels taxis et les VTC. Mais pour ces derniers, il vous faudra penser à commander votre véhicule tôt dans la soirée et prévoir des tarifs revus à la hausse. Enfin, aucun véhicule ne pourra circuler sur l'avenue des Champs-Élysées et la place Charles de Gaulle entre 21h30 et 6h30. La plus belle avenue du monde sera donc entièrement piétonne. Et puis chaque nouvelle année, il y a le cortège des mesures et mesurettes qui vont entrer en vigueur. Une prime d'activité pour les petits revenus ou un gilet fluo pour les motards. Petit florilège tout de suite de ce qui va changer dès demain. Aude Blaché. C'est une tradition. À chaque nouvelle année, il y a des changements en matière de revenus. À commencer par le SMIC qui augmente de 6 € par mois et passe donc à 1 143 € net mensuels. Cette hausse correspond à l'inflation et non pas à un coup de pouce de l'État. Ensuite, la prime d'activité sera attribuée à certains travailleurs à revenus modestes. Elle remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi, montant moyen 160 €. Dans le monde du travail toujours, toutes les entreprises devront désormais proposer à leurs salariés une complémentaire santé, une mutuelle qu'elles financeront pour moitié. Autre changement pour le consommateur, les femmes pourraient payer moins cher les produits d'hygiène intime. La TVA sur les tampons et serviettes périodiques va baisser de 20 à 5,5 %. 2016 sera suivi de son traditionnel cortège d'augmentation. Le prix du timbre est en hausse de 4 %. Le timbre pour les lettres prioritaires passera de 76 à 80 centimes d'euros. À la pompe, il y aura une nouvelle taxe sur les carburants, plus de 2 centimes d'euros pour un litre d'essence classique. 2016 apportera enfin son lot de nouvelles obligations. Au 1er janvier, tous les logements seront équipés de détecteurs de fumée et tous les conducteurs devront posséder un gilet jaune. L'obligation, déjà en vigueur pour les automobilistes, est étendue aux 2 roues. L'autre changement attendu dans notre région, il est institutionnel, c'est la naissance de la métropole du Grand Paris. Séverine Larouille, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette naissance ne devrait pas avoir lieu en grande pompe. Tout à fait. Pour être clair, elle devrait même rencontrer l'indifférence générale. Beaucoup ne voient le Grand Paris que comme une usine à gaz, une couche de plus dans le millefeuille administratif. Il y a les communes, les départements, la région, s'y ajoute désormais une métropole, une grosse intercommunalité qui regroupe Paris et 130 villes de la Petite Couronne qui seront représentées par 209 élus. Son président sera désigné par un vote le 22 janvier, mais aucun ténor de la politique ne se précipite pour être l'heureux élu. Et pourquoi ? Eh bien, c'est simple, parce qu'il n'y a plus de volonté politique. Il y a 8 ans, Nicolas Sarkozy lance le Grand Paris, officiellement pour concurrencer le Grand Londres. En fait, il y a une stratégie derrière tout ça, créer un pouvoir pour contrecarrer la domination de la gauche sur la région. Mais au gré des différentes élections, le projet perd sa raison d'être et les compétences de cette métropole sont peu à peu rognées. Un chiffre parlant, son budget est 50 fois moins important
que celui de la région. Alors qui pour piloter ce Grand Paris? Eh bien, personne ne se bat pour l'instant, c'est ce qu'on disait, pour diriger cette coquille vide. Patrick Devedjian et Nathalie Kosciusko-Morizet auraient renoncé. Philippe Laurent, le maire UDI de Sceaux, mais encore Patrick Ollier, Gilles Carrez ou André Santini seraient candidats. Mais quel que soit le président, il devra s'armer de courage, car Valérie Pécresse et Anne Hidalgo rêvent de torpiller le Grand Paris. Elles n'ont pas du tout envie de partager le pouvoir avec le ou la future patronne de la métropole. L'hôpital parisien Georges Pompidou, très secoué suite au suicide d'un médecin cardiologue sur son lieu de travail, survenu le 17 décembre dernier. Un drame qui alerte sur la situation du personnel. Une enquête préliminaire est ouverte pour harcèlement moral suite à la plainte du veuve du praticien. Isabelle Dupont avec Isabelle Audin. Le professeur Ménien, brillant cardiologue, avait 54 ans. Le 17 décembre, il s'est jeté par la fenêtre de son bureau au 7e étage de l'hôpital Georges Pompidou. Depuis 2 ans, il avait fait part à ses proches, à certains collègues, de sa souffrance au travail liée à un processus d'isolement. L'épouse du cardiologue a porté plainte pour harcèlement moral et le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête préliminaire. De son côté, la direction des hôpitaux de Paris a diligenté une enquête administrative confiée à une commission, mais pas à l'inspection générale des affaires sociales, comme l'auraient souhaité certains. J'ai le sentiment que la commission ou le groupe de travail interne qui a été mis en place par les directions générales n'offre pas toutes les garanties de transparence et d'indépendance. Qu'il y a eu mort d'homme, je pense que c'est suffisamment grave et ça mérite très largement que l'IGAS mène une enquête indépendante qui aille jusqu'au fond des choses. Rivalité de clans, humiliation au sein de l'hôpital fleuron de l'assistance publique, Jean-Louis Ménien aurait à plusieurs reprises alerté sur sa situation. Il avait été arrêté 9 mois pour dépression. Les autorités promettent aujourd'hui la transparence sur les causes de son suicide. Ce n'est pas notre genre de refermer le couvercle et de ne pas se poser toutes les questions et de ne pas chercher en quoi l'institution, les individus, la situation, le contexte peut avoir des responsabilités dans un drame tel qu'il s'est produit. L'engagement que je prends, c'est que rien ne sera caché et que les décisions qui devront être prises seront prises. Mais avant que l'enquête ne soit faite, il ne m'appartient pas de me prononcer sur d'éventuelles responsabilités parce que cela n'aurait aucun sens. Les premières conclusions de l'enquête administrative seront connues mi-janvier. C'est une histoire de résistance à présent, car les temps sont durs pour les institutions culturelles. Il y a 2 ans, personne ne pariait sur l'avenir de la comédie italienne située rue de la Gaîté dans le 14e. La troupe s'accroche et jouera sur les planches ce soir, fidèle au poste. Caroline Pellet avec Audrey Natalisi. C'est un théâtre qui résiste vaillamment. Sans publicité ni soutien, chaque représentation tient du miracle. Depuis 2 ans, les subventions fondent comme peau de chagrin et les attentats n'arrangent rien. On a perdu 60 000 € entre le ministère de la Culture et la ville de Paris. Il nous reste le conseil régional pour la pièce pour les enfants. Mais de fait, depuis les attentats, on a perdu tout notre public de lycéens, de scolaires, de collégiens, ou pour la pièce des enfants, les centres de loisirs et les écoles. La Commedia dell'arte, c'est toute la vie d'Attilio Maggioli. Ce théâtre, unique en France, est son enfant chéri, créé avec sa femme, sa muse. C'est un lieu complètement baroque, baroque dans lequel nous pratiquons depuis 1974, ça fait 42 ans, la Commedia dell'arte sous toutes ses formes. Nous pratiquons aussi l'enseignement de la Commedia dell'arte. Il faut le dire presque en mangeant. Nous avons un masque, donc le masque ne libère que la bouche et le regard. Donc voilà, tout doit passer par là, le corps, la bouche, les yeux. Vous, mes amis, avez-vous déjà vu un kangourou? Non. Place au spectacle de l'après-midi, Pinocchio, Sganarelle et le carrosse enchanté. Pourriez-vous aider Pinocchio? Oui, merci. La magie opère, les enfants ne se font pas prier pour monter sur scène. Et la salle rit de bon cœur. Cela sent le vent et l'écume. J'adore, je crois que j'ai 7 ans d'âge mental, car j'aurais qu'une envie, c'est que ça dure encore plus longtemps et rester dans cet univers. C'est drôle et en même temps c'est intelligent, c'est hyper bien joué. Pour les enfants c'est génial, mais même les adultes. La survie du théâtre passe aujourd'hui par les dons du public ou le mécénat. Le grand couturier académicien Pierre Cardin pourrait apporter son soutien.
l'espoir d'un avenir meilleur pour toute la famille de la comédie italienne. Il est 19h13, à suivre dans ce 19-20, Chagall, où le triomphe de la musique, la Philharmonie consacre toute une exposition au peintre qui se destinait tout d'abord à la carrière de musicien. On admire les toiles, vous le verrez, en écoutant des symphonies ou des opéras qu'affectionnait l'artiste. Le Secours populaire des Yvelines organisé aujourd'hui pour la 3e année consécutive un réveillon avant l'heure. C'est un déjeuner sur un bateau croisière tout au long de la Seine. Nous nous sommes mêlés aux convives des bénéficiaires de l'association. Mais avant cela, on retrouve notre série sur les cultures urbaines. Aujourd'hui, 4e épisode consacré aux DJ. Depuis juillet 2014, l'État a reconnu pour la première fois une école formant à ce métier. On est bien loin de l'époque où l'on pensait que le DJ n'était pas un véritable musicien. Didier Morel avec Emmanuel Utzinger. Bob Sinclair, Martin Solveig, The Avener. Les nouveaux DJ ne sont plus de simples passeurs de vinyle, mais bien des créateurs. Ici ou ailleurs, l'ambiance n'est plus vraiment la même que dans les bals à papa. On enchaîne directement avec les mélodies suivantes, d'accord ? Comme ça, le public, il est happé, il n'a pas de pause, d'accord ? Sur l'estrade, nous retrouvons Florian alias Floxide, un DJ reconnu. Mais avant d'en arriver là, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce métier s'apprend, comme on apprend un instrument. Face à lui, une vingtaine de stagiaires. Qui est chaud là ? Cette école a un plus. Depuis un an, son diplôme est reconnu par l'État. On apprend vraiment à développer le côté créatif et artistique, c'est-à-dire qu'utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition, donc toutes les aides, que ce soit logiciel ou platine ou table de mixage, pour faire des mix riches, dynamiques et créatifs. Pas seulement être le passeur de CD d'il y a 20 ans, c'est-à-dire passer du titre A au titre B. La fin de celui-ci, tu mixes jamais deux débuts de morceaux en même temps. C'est clair. D'accord. Ici, pas de limite d'âge pour toucher les platines. Les apprentis connaissent déjà ou découvrent le métier. Chaque profil est très différent. Je suis DJ déjà depuis une vingtaine d'années. Donc j'ai déjà la technique de mix. J'étais parti dans un premier temps, j'avais une bonne impression avec le notariat. Plus je m'y intéressais, plus ça m'a déplu, donc j'ai abandonné. Moi je suis plus ce que j'appellerais DJ 2.0. Moi je mixais seulement et là l'école elle nous a appris genre la communication, savoir se vendre, comme les logiciels comme Ableton, pouvoir faire des remixes. École privée oblige, cette formation de DJ producteur a un coût, près de 7 000 € par an. Indispensable? Certainement pas, mais celle-ci ou une autre peut devenir un accélérateur pour démarrer sa carrière. Chagall, où l'amour inconditionnel de la musique, la Philharmonie, je vais y arriver, expose les chefs-d'œuvre du peintre qui se destinait tout d'abord à la carrière de musicien. Tableaux et grands airs symphoniques ne font plus qu'un. Tout au long du parcours, on découvre les toiles avec la musique qui les a inspirées. Aude Blaché avec Olivier Badin. On savait Chagall amoureux de la musique, mais on ne soupçonnait pas à quel point elle avait compté dans son œuvre. Violon, harpe, mandoline, flûte, orchestre klezmer, les instruments peuplent chaque tableau, chaque dessin de l'artiste biélorusse, jusqu'au costume peint à la main, à même le tissu pour des opéras. Une passion présente dès ses premières réalisations, comme dans cet ensemble monumental de 7 panneaux, appelé la boîte à Chagall, et réalisé au début des années 20 pour le théâtre d'art juif de Moscou. Pour Chagall, la musique était une des grandes joies de la vie. Il disait que ce qui est plus beau dans la vie, c'est la Bible, Mozart et l'amour. Cet ensemble perdu pendant près de 50 ans, Chagall, l'exilé, ira l'authentifier en ex-URSS en 1973, la seule fois où il reviendra dans son pays d'origine. Et on sent la musicalité, même dans la forme de ces panneaux, on sent la musicalité, on sent les pas de danseurs, enfin, on voit le son des instruments. Cette peinture, elle sonne. Quand on le regarde, il faut être entraîné dans le rythme. Parmi les 270 œuvres exposées à la Philharmonie, beaucoup sont inédites. Mais la plus emblématique, c'est le plafond de l'Opéra Garnier, filmé ici dans ses moindres détails, et célébrant les musiciens que Chagall admirait
et qui l'inspiraient. Là, on attend la flûte enchantée de Mozart. Il écoutait, et après, comme l'eau qui bout, à un certain moment, ça arrivait à tel degré, il allait très vite, il faisait la peinture de cette œuvre-là. Une œuvre où les personnages jouent, chantent, dansent, avec tant de conviction qu'on a l'impression qu'il suffirait de tendre l'oreille pour reconnaître les airs qu'ils interprètent. Avec Chagall, la musique se donne à voir et la peinture à entendre. C'est jusqu'au 31 janvier, donc, à la Philharmonie. Le coup fatidique de midi a remplacé le 12e coup de minuit. Le Secours populaire des Yvelines organisait aujourd'hui, pour la 3e année consécutive, un réveillon avant l'heure. C'est un déjeuner sur un bateau croisière. Parmi les participants, des retraités ou des personnes isolées, on ne boudait pas son plaisir. Norbert Cohen, Laure Bignalet avec Mélissa Genevoix. À la nouvelle année. Des bulles, des vagues, mais surtout des sourires sur chaque visage. Les participants sont tous bénéficiaires du Secours populaire. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils vont déjeuner au milieu de la Seine. Sauce albufera qui est une sauce à la crème et au foie gras. Bonne dégustation. Merci beaucoup. C'est une journée exceptionnelle, bah oui. Surtout que je ne m'y attendais pas. C'est une invitation de dernier moment qu'on a fait, alors j'en suis d'autant plus joyeuse. Moi j'aime bien parce que là, on revit. Mais ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Oui, c'est bon, c'est bien. Enfin, c'est pas ça que je pleurais. Alors. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur. Côté ambiance, il y a le chanteur. Mais il y a aussi Marie-Thérèse et ses copines de Chanteloup-les-Vignes. Se retrouver ensemble, d'être tous ensemble à partager diverses cultures et surtout se donner ce moment-là d'évasion pour que chacun se sente vraiment dans un esprit de fête. Chaque convive a payé la somme symbolique de 5 € et certains ont aussi donné de leur temps. C'est justement des gens qui sont en bas de l'échelle, qui n'ont rien et qui essayent de s'en sortir justement en faisant quelque chose d'utile pour les autres. C'est-à-dire c'est le contraire de l'assistance, de l'assistanat, de la charité. C'est l'idée de la solidarité. 80 personnes ont fait partie de cette aventure, mais c'est sûr on aurait pu remplir 2 à 3 bateaux sans problème. Chaque année, la liste d'attente s'allonge. Un petit mot avant de se quitter pour saluer notre consoeur Caroline Pelé, dont vous avez entendu maintes fois la voix au travers de ses nombreux reportages. Caroline, aux multiples talents, qui a sillonné l'Afrique puis l'Île-de-France, toujours avec la même curiosité et sensibilité, commencera 2016 avec de nouveaux projets. Caroline, on te souhaite, au nom de toute la rédaction, bon cœur, bon vent dans cette nouvelle aventure qui démarre. C'est ainsi que s'achève notre tout dernier journal de 2015. Demain, dès midi, c'est une autre brillante consoeur, Séverine Laroui, qui présentera la première édition de 2016. Restez avec nous tout de suite le 19-20. Continue avec l'information nationale. Je vous souhaite un très joyeux réveillon. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.